Il y a des choses qui ne payent pas de mine et qui sont rares en fait. Souvent, on comprend vite que les très belles fleurs, faut pas les cueillir parce que tout le monde veut les cueillir. Ouais, Donc c'est pour ça souvent qu'elles sont protégées. Enfin, elles peuvent être protégées à cause de ça. Mais il y a aussi des espèces qui paraissent banales et qui sont beaucoup plus rares en fait. Donc ni cueillette ni prélèvement. On est là. Donc là, nous, on prend le sentier de Crevasse. On est toujours en bordure en fait du parc national des Écrins. Le sentier il suit la limite du parc des Écrins. Après on change, on rentre dans la vallée vraiment du vallon de l'Alpe et on va jusqu'au refuge de l'Alpe qui est ici. En termes de dénivelé, là on est à 2088 et on arrive à 2077. Mais mine de rien, il y a de la distance. Ça fait 6,42. Ouais, bon ça, les 5 km. Ouais. allez, 5 km. C'est un peu plus que ça, parce que j'étais sur des mesures. Allez, on est parti. Je m'appelle Anne Zanolin. Je suis accompagnatrice en montagne et je fais partie du réseau Nature Sciences Environnement. Ça m'intéresse beaucoup d'essayer de développer des projets en lien avec la science, la randonnée, la science, le tourisme. Donc là, je participe à former les éco-volontaires qui s'inscrivent pour passer une semaine au refuge de l'Alpe, qui vont quotidiennement prélever des données pour les scientifiques en suivant des protocoles. Du coup là, on est avec les éco-volontaires, on va vers le refuge et quand on sera au refuge, on fera ensemble une petite découverte des protocoles pour eux, puis on les appliquera sur le terrain pour qu'ils les vivent bien et ils les mettent en place tout seuls. Aujourd'hui, ce dispositif a été mis en place pour attirer le grand public. Donc les gens sans aucune connaissance scientifique. C'est pour cela l'intérêt de développer des protocoles scientifiques simplifiés à destination de ces personnes-là. Et c'est pour ça aussi qu'on fait une formation avant que les gens y partent au refuge. Donc on fait une formation d'une demi-journée pour montrer déjà le dispositif de recherche. C'est ça qui nous intéresse, c'est montrer que derrière toutes ces observations, il y aura une valorisation des données. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que tout le temps que les gens y donnent va être d'une façon ou d'une autre mis en valeur par les chercheurs, par la recherche scientifique. Je suis Daniel Zambrano, je suis ingénieur d'études à l'Université Grenoble-Alpes. Donc je suis chargé pour développer le projet de tourisme scientifique. Le dispositif Refuge Sentinelle, il faut imaginer un laboratoire à ciel ouvert où il y a des chercheurs qui viennent faire des expériences autour des refuges. Donc ce dispositif il a commencé dans les massifs des Écrins et actuellement il est déployé sur différents massifs, Mont Blanc, même en Italie. Nos objectifs c'est de créer un lien entre la science et la société, notamment en passant par les laboratoires et les chercheurs qui font vie sur le territoire. Il faut savoir qu'en fait les chercheurs ils n'ont pas le temps en fait d'aller sur le terrain tout au long de l'année. Donc c'est ça l'intérêt pour la recherche en fait, d'avoir des données tout au long de l'année. Il faut savoir que même si la montagne sont des endroits un peu isolés, les refuges sont isolés, et même s'il y a au niveau du changement climatique beaucoup de choses qui se passent autour de la haute montagne, il n'y a pas beaucoup d'études, il n'y a pas beaucoup de recherches, parce qu'il y a un accès qui est assez difficile, où les laboratoires et les chercheurs ils font vie. Pour arriver à protéger la nature, il faut comprendre. Pour comprendre, il y a tous ces types de recherches scientifiques qui va permettre de donner des réponses.
on est là sur les versants glaciaires. Même s'il y a un petit peu des nuages, on découvre le glacier du Lautaret et un petit bout du glacier de l'Homme qui descend là-bas. D'ici, il paraît très petit, mais il a un gros bassin versant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, ou 10-15 ans, les deux glaciers, en fait, ils étaient jointifs. Mais on voit bien que sur le glacier de l'Homme en particulier, il a bien reculé. Son front est plus haut à cause du réchauffement et du manque d'accumulation de neige. Et comme il est orienté un peu plus est, en fait, il prend le soleil plus que l'autre glacier. Et donc lui, on le voit vraiment, vraiment remonter. Julie, j'ai 37 ans, je suis professeure des écoles. Et voilà, on habite à Lyon, on est venu en vacances ici. Et puis du coup, en cherchant un peu les activités à faire autour, on est tombé sur des activités proposées dans le cadre des 50 ans du Parc des Écrins. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait la première sortie avec un chercheur qui était très chouette. Il faisait beau. Du coup, ça nous a donné envie de revenir. Donc ça nous fait plaisir un peu de découvrir ce qui se fait au niveau scientifique en fait ici. C'était un peu différent que juste se promener tout seul en sachant pas trop ce qu'on voit dès qu'on croise des instruments de mesure. Bonjour. Je suis Cédric, 45 ans, je travaille dans l'informatique et je suis intéressé par tout ce qui touche à la science et à l'environnement. Et je suis papa d'un grand garçon de 16 ans là, qui est absolument passionné par tout ce qui touche à la nature et il est venu voir un petit peu cette collecte de données sur terrain, en espérant que ça montre un peu à Cillian à quoi ressemble la science de terrain, quelles sont les choses qu'il pourrait pratiquer plus tard. Et vous, ça vous apporte quoi ? Nous, ça nous permet de sortir, de découvrir aussi, de rencontrer des scientifiques ou des gens qui sont sur le terrain. Et ça, c'est vraiment des gens passionnants, donc c'est super intéressant de discuter avec eux, de voir un petit peu leur quotidien. Et puis voilà, on se balade dans le parc des Écrins, donc on a aussi des paysages magnifiques. Ça change un petit peu, voilà, de faire de la rando sur les GR. Là, on est un petit peu dans un cadre différent. On apprend des choses, en plus c'est passionnant, c'est la 3e journée où on apprend des trucs de fou. Je m'appelle Cillian, j'ai 16 ans, je vais passer en terminale et je suis en vacances depuis 3 semaines dans les Hautes-Alpes. Et je suis très intéressé par toutes ces sorties scientifiques destinées au grand public parce que moi-même, voulant faire des recherches et m'orienter dans le domaine de la recherche scientifique, je suis très intéressé par la biologie. J'ai développé une profonde affection pour la nature qui est due en partie à mes parents. Et donc si je veux m'orienter en tant que chercheur pour l'environnement, c'est parce que je refuse de laisser faire et de voir le monde courir à sa perte sans avoir essayé de le sauver un peu, ou même de retarder l'échéance de quelques années, ou d'essayer de préserver une parcelle de terre de la destruction. Et donc voir ici tout ce qui est très abstrait dans mes manuels et dans les rayons de Parcoursup, et de voir en quoi consiste le métier, c'est très enrichissant pour moi. Il faut savoir déjà que l'éco-volontariat, c'est une forme de tourisme scientifique. Ça fait partie d'un tourisme où les gens deviennent des acteurs principaux dans la collecte des données, dans le traitement des données. Donc avec les éco-volontariats scientifiques, il y a 3 protocoles qui ont été développés par différents chercheurs. Donc il y a un chercheur, Philippe Bordeaux, enseignant-chercheur de l'Université Grenoble-Alpes, qui s'intéresse à des questions sur l'évolution des pratiques en montagne. Donc c'est des protocoles plutôt sociologiques, donc d'observation. Lui, il s'intéresse sur le bivouac. Il s'intéresse aussi sur la vie dans les refuges et les nouveaux publics. Donc et le touriste qui va venir pendant une semaine, les éco-volontaires qui vont passer une semaine au refuge, ils vont observer pendant toute la semaine tous ces nouveaux publics qui arrivent en montagne. Et les gens qui font des bivouacs la nuit, donc ils vont noter toutes ces rencontres et toutes ces données. Et ensuite, ils vont les donner à la fin de la saison, on va les donner aux chercheurs. Donc et ça, c'est le côté sociologique. À niveau du suivi de la biodiversité, il y a une chercheuse, Isabelle Boulanger, qui s'intéresse au suivi de quelques espèces de plantes de haute altitude.
Et donc actuellement, on a choisi pour cet été 5 ou 6 espèces de plantes. Et du coup, tous les jours, les éco-volontaires, ils vont aller sur 3 spots qui ont été identifiés. Ils vont aller pour observer la floraison, pour observer la quantité de fleurs, la quantité des pieds qui existent dans cette espèce. Ils s'intéressent aussi sur le côté des insectes volants notamment. Et du coup, pendant 10 minutes, ces éco-volontaires, ils vont observer s'il y a en présence des insectes. Bien sûr, c'est des protocoles simplifiés pour le grand public. La seule condition, c'est d'être curieux et de pouvoir tenir 5 jours dans son refuge qui est dans son milieu isolé. Donc, pas de réseau. Donc, tu coupes en fait tes contacts avec la vie quotidienne. Donc, il n'y a pas de téléphone portable parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas d'ordinateur parce que la plupart des refuges travaillent avec des panneaux solaires, donc impossible de charger des objets comme un ordinateur. Donc voilà, ça c'est un peu les 2 conditions qu'il faut retenir. Être curieux et pouvoir vivre une expérience dans son milieu isolé. Ah bah on voit le refuge là-bas. On arrive bientôt. Avec ces 2 étages. Ah et puis il y a plein de petits corps de ferme tout autour là. Ça doit être eux qui élèvent les vaches d'ici. C'est vraiment chouette ce vallée. On voit les glaciers, les moraines. Je suis jamais venu là, c'est vraiment magnifique. Il y a la faille à droite et puis il y a les rochers là à gauche. Ouais. Ok, donc on part d'ici et donc on repère ces 2 roches là et on va passer ouais, entre les comme ça là. Okay. L'espèce, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour la reconnaître? Donc la joubarbe toile d'araignée, au cœur de la rosette, il y a des petits poils qui font comme une toile d'araignée. Voilà, fastoche. Alors là, est-ce qu'on en voit beaucoup en fleurs, là, à portée de main? C'est ça. Ah d'accord. Petit machin rond. Ah oui, donc c'est ça là. Donc vous avez repéré. Mais ceux qui ont C'est des ça. poils blancs Et dedans. celle-là, elle est en fleurs. Non, les fleurs, c'est les grands trucs qui montent. Ah bon, c'est pas ça? C'est pas ça, non. D'accord. Les Ok, fleurs, ça, d'accord. Ah oui, c'est ça là, ça a monte des fleurs. sur des tiges. Ah, Ouais. pour l'instant, on réfléchit, c'est bien vos questions. Hein, mais, donc on est d'accord que les feuilles, vous les avez repérées. Ouais. Ça, t'es sûr que c'est pas une fleur? Celle-là, c'est Parce que Ah bah c'est si, pas une c'est une fleur fleur, qui est hein. en train de sécher. séché, ouais. Ouais. Et c'est bien parti. On les compte du coup, les fleurs une sèches petite aussi quand même. Elle n'est pas encore en graines, elle est juste un petit peu sèche. Donc moi, je On considère la qu'on compte. la compte. Après, rien ne t'empêche de noter à côté Ouais, le questionnement pour le chercheur. D'accord. Donc on met. Qui c'est qui fait le protocole? C'est toi? Alors. Vous avez pas de papier? Les touristes, les visiteurs, c'est pas juste aller faire un sommet. Pendant la période estivale, entre mai et septembre, il y a beaucoup de touristes qui viennent en montagne. Et du coup, le dispositif de l'éco-volontariat scientifique, il est né sur cette question de comment rapprocher la société et la science.
Et quoi de mieux de les inviter à faire partie de la co-construction des connaissances. Et les visiteurs, ils sont très curieux, ils sont prêts à participer à ce type de dispositif. Et du coup, les chercheurs, l'intérêt, c'est de avoir des données qu'ils ne pourront pas avoir autrement parce qu'ils n'ont pas les moyens ni financiers ni humains pour le faire. Donc il y a un win-win, un gagnant-gagnant côté société et côté recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de refuges qui font partie du dispositif Refuge Sentinelle, dans différents paliers d'altitude. Donc, et il y a des capteurs d'humidité, capteurs de pollution, et il y a des stations météo, et il y a des chercheurs qui s'intéressent à la géomorphologie, au permafrost. Et donc, ces refuges deviennent en fait un laboratoire pour tous ces chercheurs. Les refuges sont des bons postes d'observation parce qu'ils sont déjà dans un milieu isolé. Donc ça permet de faire le suivi de la biodiversité, donc des insectes, des plantes, de la faune en général aussi. Mais aussi ça permet de voir les changements des pratiques de la montagne. C'est-à-dire que depuis le Covid, on s'aperçoit qu'il y a un nouveau public qui vient en montagne et qui vient dans les refuges. Et ça nous permet en fait d'observer ces nouveaux publics, d'observer ces nouvelles pratiques en montagne et de nous adapter. Si on les trouve, on les écrase. On cherche des insectes. Vous êtes prêts? Donc on lance le chrono et on trouve des familles d'insectes. On va chercher. On va voir tout ce qu'on peut trouver. Chacun son petit coin. Insecte volant, oui. Vous êtes prêts? T'es prêt? Allez, top chrono. Tu as vu quelque chose? Les familles de criquets là. Bon, je me suis pas trop arrêtée de savoir si c'était très criquet ou très sauterelle, mais Quoi du coup? 3. Non, j'ai. Par contre. Oh, j'ai attrapé. Enfin, j'ai pas attrapé, mais. Oula. Une petite. Ah, une mue. Une mue. De Elle s'envole. sauterelle ou de. Je sais pas. Est-ce que le fait que la mue s'envole peut être compté comme un Un oiseau insecte qui vole? Encore un Je crois que non. un criquet. Ou une sauterelle ou un truc, tac. Alors, du coup, pour la petite histoire, les criquets, ils ont des antennes plus courtes que le corps, alors que les sauterelles, elles ont des antennes beaucoup plus longues. Donc, c'est un criquet. Ok. Mais pour le protocole, C'est pareil. c'est pareil. C'est un Truc qui saute, un orthoptère. orthoptère, tout à fait. Mais j'ai vu que des orthoptères. Mais c'est pas grave. C'est un résultat. C'est pas ma faute si c'est moche. Il pleut. Moi, j'ai vu des diptères. Et le tourisme en général, c'est la consommation, comme c'est la consommation des milieux, la consommation de plein de choses. Effectivement, il y a un impact et à niveau du milieu naturel qu'on ne peut pas cacher. Par contre, comme aujourd'hui, les touristes, il est assez curieux, je pense qu'il faut passer d'abord par ces curiosités pour comprendre le milieu. Et une fois on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu, pourquoi les glaciers reculent, pourquoi les plantes qui commencent à grimper dans l'altitude, pourquoi il y a moins de biodiversité, une fois on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe à niveau de touristes, il aura peut-être une meilleure protection sur les milieux naturels. Donc ces éco-volontariats, c'est de concilier le tourisme. C'est un contrebalancier du tourisme de masse, c'est-à-dire qu'ici on n'est pas sur une expérience, on ne va pas amener une cinquantaine de personnes dans son refuge, c'est une personne par semaine, et l'idée c'est de les sensibiliser au milieu naturel, au milieu isolé, aux montagnes, la protection de la biodiversité, mais aussi pour se mettre dans la peau d'un chercheur, comprendre qu'est-ce qui se passe, et pourquoi imaginer que demain ils vont protéger ces milieux ou un autre. Il y a un petit exemple que je peux vous donner. L'année dernière, il y avait son éco-volontaire qui est venu depuis Paris, qui avait cette notion, cette envie de connaître ces milieux isolés.
Elle a fini son expérience et il m'a envoyé un mail en disant que cette expérience l'avait changé, qu'il allait changer de métier et qu'il allait devenir quelque chose en lien avec la protection de la nature. Donc si on arrive à toucher déjà une personne sur le groupe qui va venir en 2024, c'est déjà gagnant. Si tu marches partout tout le temps, on va juste écraser les fleurs, quoi. On est venu voir les fleurs, au début j'en ai vu et après j'en voyais plus parce que je les avais toutes écrasées à force de passer. Là tu te dis, ah, ils sont malins ces chercheurs. Ouais, ils font appel à des éco-volontaires. Vous voulez pas Parce participer? qu'on se les pèle. Allez à la montagne l'été. Vous allez faire des mesures, vous verrez, c'est rigolo. Le passage le plus, l'endroit le plus parcouru de tout le parc, c'est une bande de 1,20 m par 30 mètres à côté du refuge. On ne sait pas pourquoi. Les sismographes mesurent des dizaines de gens qui marchent là, font des allers-retours. Sympathique de voir le protocole scientifique autre que le protocole de chimie où on doit préparer les éprouvettes. Se mettre même de manière assez grossière dans la peau d'un chercheur, ça permet de mieux s'imaginer un possible avenir qui pourrait être le mien et de quoi seraient faites mes journées. Et ça m'a aussi permis de voir que j'aime beaucoup la géographie des montagnes. C'est reposant et même s'il pleut, c'est quelque chose que j'aime bien et ça couvre les paysages d'un petit voile opaque qui apporte aussi un charme. Et c'est pas un désert scientifique, donc je me verrais bien m'installer ici. Un truc avec des ailes, ça vole. Un papillon. C'est un papillon ça? Il a des ailes vachement fines. Celui-là? Je sais pas où le mettre sur ma feuille par exemple. Celui-là. Elle visible? Oui. Oui, translucide non? Opaque ou translucide? Tu dirais translucide? Je sais pas où est parti. Là-bas. Non, bon. Partons sur opaque. C'est un Tel papillon? coloré. Pas bof, hein. Enfin, beige quoi. Mm. C'est un papillon? Bah autant ça. Donc c'est peut-être pas un lépidoptère, autant c'est un papillon de nuit. Ah. Aujourd'hui, les gens ils prennent pas du tout le temps d'observer. En fait, avec ce type de protocole, avec ce type d'outils pédagogiques, et voilà, c'est 10 minutes et observer ces petites bêtes qu'en fait on fait jamais gaffe en fait. Et depuis l'année dernière, on a testé avec des enfants et des adultes. Ça a toujours marché parce qu'au départ, je dis bon, je vois rien. Ah, il y a ça. Ouais. Ah, mais il y a ça. Ah, mais il y a un papillon aussi. Il y a ça. Même des choses qui sont pas dessus d'ailleurs. Ouais. Finalement. Donc c'est. Ou qu'on ne sait pas classer. Oui, on sait pas classer. Voilà. Tout à fait. Je récupère celui-là. Personne. Stylé aussi. Et on va faire le fait nos couleurs. Et Ah, pour les c'est faits, vrai il faut un temps aussi à la vue de s'adapter aux petits détails parce que Ouais. si on se met à regarder par terre, Faut soulever le chapeau d'abord et c'est immobile. c'est dans la Ah bah poche tiens, il y a un. à l'intérieur du chapeau. Zut. D'abord c'est immobile, Ah, oui. puis après mais on en voit plus- la fourmi, Attends. après on voit les toutes petites puces rouges qui aiment bien se déplacer sur les pierres. Et comme ça notre œil il perçoit de plus en plus les petits Des mouvements. petits mouvements, oui. Le stylo. Ouais. C'est comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà d'autres gens qui ont fait les mêmes protocoles au même endroit. Et ça se trouve, eux, ils ont eu la chance de voir des fleurs. Ouais. On n'a pas le soleil, pas les fleurs, pas les insectes, pas les papillons. Bah voilà. Il y a une case loser.
C'était Scientifique en herbe des écrins avec la guide Anne Zanolin, l'ingénieur d'études en charge du tourisme scientifique à l'Université Grenoble-Alpes, Daniel Zambrano, et les éco-volontaires Julie, Cédric et Sylvian. Une réalisation d'Aurélien Frances, production Silence Podcast.